Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. L'entretien du jour, je reçois des hommes membres du comité de soutien aux prisonniers 242. À ma gauche, M. Guima Fimba. Guima Fimba, bonjour. Bonjour, M. Cyr Makosso, je suis très heureux d'être là. Merci. M. Guélor Poabo, à l'extrême droite. M. Poabo, bonjour. Bonjour, Cyr Makosso. Et le guest, comme on dirait, c'est Bram Mandela, que vous voyez ici. Bram Mandela, bonjour. Bonjour, monsieur. Bram Mandela, on vous a vu ici sur notre chaîne, puisque vos amis, notamment Guélor Poabo, étaient venus parler de la situation qui était à la vôtre, puisque vous étiez entre-temps arrêté par la police française concernant l'affaire de l'ambassade. Aujourd'hui, vous êtes libre et vous faites votre première sortie médiatique sur Ziana TV. Déjà, comment vous sentez-vous et dans quel état d'esprit êtes-vous, Bram Mandela? Ça va, tout va bien. Je suis sorti, ça fait quoi? Ça fait 7 jours maintenant. Tout se passe bien, moralement, physiquement, je suis là. Je suis de retour. Voilà, moralement, physiquement, il est là. Guima Fimba, on va commencer par vous. Alors, aujourd'hui, on voit très bien que ces jeunes qu'on a vus déjà commettre ces actes seuls sont accompagnés par vous, les aînés, par vous, aujourd'hui, qui portez la parole politique sur la place parisienne. Quel intérêt, Guima Fimba? Écoutez, M. Cyr Makosso, je suis sur votre plateau aujourd'hui à la demande de mes jeunes frères et parce que je suis aussi membre d'un comité prisonnier 242 que nous avons mis en place pour à la fois accompagner nos jeunes qui étaient en prison, encore hier, et surtout la procédure judiciaire n'est pas encore terminée. Donc nous devons les accompagner pour que l'acte, ce que j'appellerais moi un acte inaugural d'une résistance, c'est sans précédent ce qui s'était passé, ce qui s'est passé en tout cas, que cet acte ne soit pas perçu comme un acte de banditisme ou des jeunes, on va dire, cervelés. Non, je suis là, avec d'autres d'ailleurs, pour expliquer aux uns et aux autres que d'un côté, nous avons à Brazzaville aujourd'hui un régime, on va dire, d'une nature assez extraordinaire qui s'est installé, c'est une véritable barbarie, et de l'autre côté, le peuple congolais, en tout cas les plus de 92% des Congolais qui n'ont pas voté pour M. Sassou Nguesso, tiennent à résister, et notamment au niveau de la diaspora à Paris, des jeunes gens ont pris la responsabilité, d'accompagner, sinon de libérer notre pays de cette oppression. Donc je suis là à ce titre, pour qu'on comprenne une fois pour toutes que l'acte que des jeunes ont posé, c'est un acte, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans précédent. Et tout au long de l'émission, nous essayerons d'expliquer l'intérêt et la perspective surtout historique de l'acte qu'ils viennent d'opposer, qui leur a privé de liberté pendant plus de 3 mois. Voilà, alors Guélor Poabo, le comité, finalement, on vous a reçu ici, vous avez lancé un appel, vous plaidiez en fait pour les deux qui étaient encore en prison, Faye Monama et Bram Mandela. Aujourd'hui, les deux sont libres. Est-ce que le comité peut désormais disparaître, puisque ceux pour lesquels ce comité a été fait est quasiment en train d'être résolu? Merci Cyr, mais bien sûr que non. Parce que lors de notre passage ici, nous avions dit que l'idéal serait que cette initiative soit pérennisée. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au Congo-Brazzaville, il y a des prisonniers politiques. C'est vrai que c'était des prisonniers politiques 242 sur la place de Paris. Mais par contre, étant donné que nos frères à Brazzaville, ceux qui sont en liberté, ils sont comme dans une prison. Brazzaville, c'est une prison à ciel ouvert. Donc, ensemble avec eux, nous avons la possibilité de communiquer, nous avons la possibilité d'informer les médias pour ce qui se passe au pays. C'est le cas de Boukadira, c'est le cas de Mokoko, c'est le cas de M. Passy, et le cas de M. Libongo Goka et autres. C'est pour dire que ce comité doit être soutenu afin que nous puissions mener à bien tout ce qui lie au problème des prisonniers politiques. Alors, tout ce qui peut lier au problème des prisonniers politiques, on a souvent dit ici, même sur nos plateaux, déplorer que les Congolais ne se mobilisent pas souvent, en fait, quand il s'agit de sortir de l'argent pour accompagner le mouvement. Est-ce que l'appel que vous avez lancé ici
il y a quelque temps, avait été entendu. Bien sûr que oui, sire. C'est pourquoi je profite de cet espace de dire merci au peuple congolais. Franchement, nous sommes touchés parce qu'on on a l'habitude de critiquer les Congolais, que les Congolais ne se mobilisent pas. Mais là, nous avons senti que les lignes ont bougé jusqu'aujourd'hui, étant donné que la procédure est encore en cours. Oui. C'est pourquoi je profite de cette occasion de lancer encore cet appel, parce qu'il y a des frais, des honoraires, des avocats qu'il faut payer. En ce moment, on a pu obtenir la libération des frères, mais il y a le procès qui arrive. Et sur ce, nous avons des choses qu'il faut résoudre, les problèmes qu'il faut résoudre. On a les frais des avocats qu'il faut payer. Donc c'est pourquoi nous disons aux Congolais de rester mobilisés. On a remporté la bataille, mais pas encore la guerre. Voilà, une bataille remportée. La preuve, c'est que Bram Mandela, vous êtes là aujourd'hui. Déjà, vous avez dit que vous êtes dans un état d'esprit assez positif. Comment avez-vous vécu ces 3 mois en fait d'emprisonnement? Avez-vous ressenti en fait ce soutien et cette mobilisation de la diaspora congolaise? Ouais, je crois que c'est vrai. J'étais toujours en contact en sorte, comment je peux dire ça, par les courriers. On s'écrivait de temps en temps. J'ai vu que mes frères étaient déterminés. Il y avait le soutien total. Mais la prison, c'est pas évident. Tu peux avoir le soutien, c'est que tu te retrouves seul. Fait que c'est un moment de solitude qui te prend, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Mais vu que je savais que j'étais là pour le pays, je suis resté courageux et intègre et lucide dans tout ce que je faisais. Je me disais, je suis là pour une bonne cause. Je suis pas allé braquer, je suis pas allé faire quelque chose du mal, j'ai fait ça pour mon pays. Et la terre qui t'a vu naître, quand tu la défends, ben, tu as ce petit sourire-là, en fait, de dire, voilà, je me bats pour mon pays, c'est ça qui est important. Je me bats pour la génération future. C'est-à-dire, je me bats pour que notre génération ne soit pas sacrifiée. Voilà, donc, autant vous dire que je suis heureux, je suis là, et advienne que pourra. Alors, advienne que pourra, on vous a vu, en fait, dans ces différentes actions ici sur la place parisienne, avant qu'on arrive en fait à cet acte lié en fait directement à l'incendie de l'ambassade. Qu'est-ce qui a fait que vous arriviez en fait à un point aussi important, toucher l'ambassade, alors qu'entre-temps on voyait les mouvements, on vous entendait parler dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux, mais on ne présageait pas que vous alliez aussi loin sur le plan symbolique? Une remise en question. Nous avons commencé avec des actes d'enfarinage. Pas d'agression, on n'a jamais agressé au fait. Mais à un moment, on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Nous avons dialogué. On est parti voir certains ministres qui se déplaçaient, qui venaient ici sur la place de Paris. À un moment donné, on s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que moi, je dirais plus l'élément déclencheur, c'est quand les résultats étaient proclamés. Je crois qu'il y a eu coupure d'électricité. Et c'est quand même ce jour-là, parce qu'on a pris une douche froide. Au fond de moi, je me disais que voilà, on a ouvert la boîte de Pandore. On sait ce que c'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et un jour, je crois, pendant des manifs, il y a une vieille dame qu'on a vue avec des photos, les massacres. Ce qui se déroulait à Brazzaville, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais l'acte n'a été pas prémédité. C'est qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait ce qu'il fallait faire au bon moment et au bon endroit. Voilà, au bon moment, au bon endroit, Guy Mafimba, j'ai posé la même question à Antoine Page-Kivoulou en voulant comprendre pourquoi vous, les politiques, vous n'étiez pas là au début, en fait. On comprend que cet acte n'a pas été prémédité, mais pourquoi ces jeunes n'ont pas bénéficié de votre soutien et de la parole qui est la vôtre pour porter, en fait, cet acte sur le plan symbolique, tel que vous le disiez au départ? Non, on ne peut pas dire les choses ainsi. Vous savez, le politique, c'est celui qui a l'arme théorique. L'arme théorique, ça c'est la première chose que j'allais dire. La deuxième chose, il faut comprendre une chose, quelque chose, je crois, de plus fondamental. Ces jeunes hommes, des beaux garçons, pères de famille et autres, ils ont intégré quelque chose de fondamental. La fameuse phrase de Frantz Fanon, chaque génération doit connaître
sa mission et l'accomplir. Hein? Et ils ont intégré cela sans pourtant même qu'ils comprennent. D'autant plus qu'ils ont eu un passé déjà assez, entre guillemets, trouble. Parce que celui qui est là, Denis Sassou Nguesso en l'occurrence, est à l'origine, sinon le responsable de leur malheur aujourd'hui. Monsieur Mandela qui est là, qui lui a fait porter les armes aussi jeune? C'est monsieur Denis Sassou Nguesso. Enfant soldat, ce qui est condamnable. Donc ils ont intériorisé cela, première chose. La deuxième chose, ils ont aussi compris une chose, par rapport à ce que j'appelle moi l'arme théorique des politiques. C'est ce que nous avons eu à faire. Parce que vous n'avez pas été peut-être vous n'avez pas été peut-être attentif. Certains parmi nous, moi en tout cas, j'ai tenu à chaque fois à rappeler ceci. Denis Sassou Nguesso, nous sommes partis aux élections parce que nous savions qu'il allait tricher. Mais on devait le mettre à nu et qu'il y aura un bras de fer. Et lors de ce bras de fer, chacun de nous devait prendre ses responsabilités. C'est une arme théorique et j'ai eu à dire quelque part sur un plateau, je ne sais pas si c'est ici, j'ai dit il nous faut arriver un jour à transposer le conflit du Congo-Brazzaville à Paris. Pourquoi? Parce que la responsabilité de la France est engagée dans ce qui se passe dans notre pays. Mais lorsque ce qui se passe dans notre pays elle se fait de manière brutale, je ne demande pas aux jeunes de venir poser des actes illégaux ici. Mais un acte légitime était souhaitable et souhaité. Je pense que cette arme théorique a été intériorisée par les jeunes parce qu'en dehors des plateaux, on se retrouvait dans les cafés pour discuter. Plus d'une fois, ces jeunes hommes sont passés chez moi gentiment pour qu'on parle de ces problèmes-là. Comment sortir de cette crise? Et j'ai toujours tenu à ce langage en leur disant, vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est cela où nous avons peut-être failli, nous les politiques, on y reviendra certainement. Lorsque l'acte est posé, les politiques n'ont pas pris le relais pour donner effectivement une couverture politique à l'acte. Oui, c'était plus de l'intoxication, puisque certains parmi vous, vos camarades, accusaient Denis Sassou Nguesso et le PCT d'être à l'origine en fait de cet incendie. Mais tout simplement parce que les gens n'ont pas su avoir un regard historique. L'acte qu'ils viennent de poser, c'est entre l'activisme politique et la résistance. Et l'histoire est là pour nous enseigner, c'est quoi l'activisme politique? L'activisme politique, c'est ce que nous voyons, nous avons vu récemment ici, des syndicalistes aller agresser le directeur de Air France. Ils ont pris quoi? En sursis. Ils n'ont pas été arrêtés pour ça. C'est ça de l'activisme politique. Là, ils sont dans un engagement pour dénoncer les conditions de travail dans leur société et autres. Mais il y a eu des actes d'activistes beaucoup plus graves. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce qu'on appelait la doctrine Mitterrand. C'était des activistes de l'extrême gauche en Italie, Cesaria Battisti, si ma mémoire ne me flanche, qui avaient posé des actes plus graves en Italie. Mordant, il s'est réfugié en France. Il a été couvert par les 14 ans de Mitterrand. C'est ce qu'on avait appelé la doctrine Mitterrand. On voulait l'extrader. Mitterrand avait dit non. Parce qu'on estimait que autant il y avait de l'illégalité, mais autant il y avait de la légitimité. Parce qu'il fallait réagir face à une oppression. Mais chez nous, M. Cyr Makosso, c'est plus grave. C'est plus grave. Ces jeunes hommes-là étaient à Brazzaville, ils seraient abattus. Combien des jeunes de leur âge ont été abattus pour la simple raison d'avoir dit à M. Sassou Nguesso, vous n'avez pas été élu et vous devez partir. Et je terminerai sur le choix. On y reviendra certainement au cours de cet échange. Ils n'ont pas choisi un homme pour aller flinguer. Ils n'ont pas fait comme Action Directe qui a flingué le général Audran, je pense, ici. Ça s'est passé dans ce pays. La France, un général abattu par un groupuscule d'extrême gauche. Ils n'ont pas fait ce choix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé un symbole. Le symbole de l'oppression. Ici, en France, le symbole de cette oppression, c'est cette ambassade. Que représente notre ambassade aujourd'hui? L'ambassade aujourd'hui, c'est un nid de flics. C'est un nid de voleurs. Et c'est un nid des gens qui sont là pour surveiller les Congolais de la diaspora. Ils sont aux antipodes de ce que devrait être une ambassade, qui devait protéger ses ressortissants, qui devait faciliter. Donc, tant au niveau
de la légitimité même de l'acte qu'au niveau du choix de la cible, ces jeunes frères, nous les politiques, nous avons failli à ce niveau pour répondre véritablement à votre question, parce que lorsque l'acte est posé, j'ai même constaté que parmi nous, même dans les réseaux sociaux, on commençait à critiquer où est-ce qu'ils auraient dû. Mais j'ai été, parmi d'autres d'ailleurs, beaucoup, à dire nous allons assumer cet acte. Nous allons l'assumer en évoluant, nous nous sommes organisés à travers ce comité pour faire en sorte que la première bataille soit gagnée, c'est-à-dire la libération de nos jeunes frères. Oui, allez-y, je voulais compléter dans ce sens-là. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que le dernier Mafima vient de dire. En fait, cette réaction est le reflet de ce que M. Denis Sassou Nguesso a semé en fait dans la conscience congolaise. Le Congolais pense que M. Denis Sassou Nguesso a le monopole de la violence. Si nous avons pris nos responsabilités, nous avons posé cet acte, c'est pour éveiller la conscience congolaise. Chers frères, chères sœurs, réveillez-vous. Arrêtez avec la bouffonnerie, arrêtez avec la moutonnerie, parce que quand vous allez finir en poissonnerie, en ce moment-là, vous allez pourrir. Nous sommes bien en France ici. Nous sommes bien. On a le strict minimum ici en France. Nous sommes le père de famille. Ça relève de la vie privée. Mais franchement, nous sommes bien ici. Mais la patrie qui nous a vu naître ne peut pas être abandonnée. Congolais, sois patriote. Vous devez avoir la prise de conscience. Nous, peut-être, on fait partie de ces 10%, je suis même tolérant, de ces 5%, de ces Congolais-là qui ont pu être bien formés, peut-être, au pays. Parce que le socle d'une nation, à mon humble avis, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Réveillez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire dans ce pays-là. Ce pays nous appartient tous. Si on a pris les risques de le faire ici en France, là où nous sommes bien, franchement, c'est pour vous montrer ce degré d'amour. Réveillez-vous, peuple congolais, c'est ce que je devais dire. Voilà, réveillez-vous, peuple congolais, pardon. Il y a un homme qui s'est réveillé, c'est Bram Mandela, puisque lui était ce jour-là à l'ambassade, puisqu'il fait partie en fait de ce commando qui a incendié l'ambassade. Alors, sans rentrer dans les détails, Bram Mandela, c'est pour la première fois que les gens vont vous entendre vous exprimer sur cet épisode-là. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là? Parce que vous savez quels sont les risques que vous courriez en allant en fait poser cet acte, quelle que soit sa portée. Compte tenu de ce qui se passe au Congo, est-ce qu'on peut se poser des questions du risque? On ne peut même pas en parler. Puisque pour la France, aujourd'hui, c'est un délit. Oui, mais c'est normal. C'est un pays de droit. Il y a des lois à respecter. Mais à un moment donné, quand il est face au mur... Vous ne les avez pas respectées. Il n'y a pas de loi à respecter. Il y a quelque chose que je voulais souligner quand même parce que... Allez-y. L'ambassade du Congo fait partie de l'État congolais. Il ne faut pas qu'on oublie. Mais quand je vois des critiques qui fusent par-ci par-là, ouais, vous n'avez pas le droit. Mais je crois que les morts, ce qu'on voit à la télé qui passe au Congo, je crois que c'est plus important que l'ambassade du Congo. Comme a dit mon frère, c'est devenu l'abattoir. Même pour aller chercher, je sais pas, un certificat de mariage, on te fait des ailes, il y a des fautes d'orthographe déjà. C'est quoi ça? En fait, je me pose la question, qui gouverne ce pays? Parce que pour moi, il n'y a pas un président. Alors pour moi, j'ai ce sentiment de soulagement, je ne sais pas d'où ça sort, mais je suis vachement soulagé. Ça s'est fait. Pour moi, ça s'est bien passé. En n'oubliant pas que l'aspect, il y avait quand même, je crois qu'ils avaient décrété l'état d'urgence. Oui. Mais l'acte a été fait. Pour moi, c'était quelque chose de symbolique, en même temps un message aux autres combattants pour vous dire ceci, qu'il fallait le faire depuis. Il fallait le faire depuis au lieu d'aller enfariner les gens. Ça c'est rien ça, on n'est pas des comédiens. On est là pour le pays. Et quand tu fais quelque chose pour le pays,
tu dois te donner corps et âme pour le faire. Et comme moi j'avais dit ceci, je ne veux pas être celui qui écrit l'histoire. Par moi-même, non. Je veux que les gens écrivent mon histoire, ce que moi j'ai fait pour exister dans le paysage de mon pays qui est le Congo. Et je crois que c'était très important. Et je passe un message très important. Quand on aime son pays, on agit pour son pays, on fait du bien pour son pays. Comme la dernière fois je disais à l'opposition, il ne faut pas faire la politique de la terre brûlée ou du ventre vide. Si aujourd'hui, M. Sassou Nguesso partait du pouvoir, il faut instaurer des vraies institutions au Congo, parce qu'on oublie un peu, parce qu'on entend, il y en a qui s'improvisent politiciens. La relève doit être à la hauteur de ce combat. Ça fait des années, nos grands frères, Monsieur Guy Mafimba qui est là, ils ont mené quand même une guerre depuis. Mais nous, notre génération, elle est différente. On doit faire des choses au bon moment et au bon endroit. Donc, ce que j'ai à dire à mes frères qui sont au pays, il faut jamais perdre l'espoir. Il faut toujours se relever. D'ailleurs, j'allais dire, à la base, je suis un artiste musicien. Quand je dis toujours, relève-toi, débarrasse-toi du passé. Pour te libérer des chaînes, il faut te relever. On doit réfléchir. Moi, je n'ai pas demandé de venir en France. Je suis venu en France légalement. Donc, j'aimerais rentrer dans mon pays, avoir tout mon droit, d'aller à l'hôpital, me faire soigner, chercher du boulot comme tout le monde. Les Français, ils ont lutté pour que ça devienne la France aujourd'hui, qu'il y a la liberté d'expression. Chez moi, il n'y a pas la liberté d'expression. Il y a une année, j'ai été au pays, ce que j'ai vu, ça ne me plaît pas. Il faut qu'on change les choses. Quand on change les choses, c'est tout un système qu'on doit changer. Monsieur Cyr, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour que les choses changent? Il faut qu'on puisse imiter les grandes révolutions. Comment ils ont commencé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je remarque chez nous, il y a plus du blabla. Comme on a dit, les actes ont été posés, soyons à la hauteur des actes. C'est fini. Moi, je pars pour les combattants, fini les enfarinages. De faire, pour moi, j'appelle les vidéos à la con, ça ne sert à rien. Posons les actes. Si vous avez des propositions à soumettre, allez voir les grands frères qui sont là pour qu'on en parle. C'est très important. Alors, allez voir les grands maîtres. Je vais toujours continuer avec vous, Bram Mandela. Oui. Est-ce que vous avez compris les Congolais qui ont été indignés ou qui aujourd'hui éprouvent des difficultés pour se faire des actes d'état civil à l'ambassade, parce qu'aujourd'hui, quasiment, tous les Congolais sont suspectés d'être des combattants. Cette ambassade est devenue quasiment un blocos où on ne peut plus y accéder parce qu'il y a eu des actes de violence qui étaient là avant et ensuite cet incendie. Vous savez, c'était le 21 juin. Au matin, on a eu la voiture garée près de l'ambassade. On a vu que ça avait changé. Il y avait quoi? Il fallait que tu puisses attendre une personne rentre et la personne partait faire ce qu'il avait fait et puis sortir. D'où vous avez vu l'ambassade, c'est quoi ça? On fait quoi? L'ambassade, tu dois rentrer, tu vas chercher quelque chose pour aller faire ton dossier. Pourquoi il y a tant d'écarts, tant de portes? On joue à quoi? L'ambassade, c'est pour tout le monde. Et moi, j'appelle ça trouver des excuses. Là. Les gens qui soutiennent le monsieur Denis Sassou Nguesso, qui ne veut pas se montrer au grand jour, ils tiennent ce genre de propos. Enfin, pas tous, parce qu'il y a des gens qui veulent aller renouveler tel ou tel papier pour dossier de mariage. Monsieur, je veux dire quelque chose, c'est que le problème, c'est que le blanc, où je dis que l'État français, ils savent ce qui se passe en Afrique. Je crois que quand vous avez des arguments, quand vous expliquez bien que je ne peux pas obtenir les papiers dans mon pays, il y a toujours l'issue. Pourquoi? C'est ce que moi je ne comprends pas. Pourquoi nous les Congolais, on se comporte, c'est comme si on sortait de quel village là? Si ça fait des années, tu es en France, tu dois connaître quand même les lois. Comment je peux, à défaut de ne pas obtenir ça par mon pays, je peux obtenir ça via, par exemple, une procédure. Ça existe, le mariage. Et tous ces Congolais là, moi franchement, ça me fait rire parce que c'est ça, c'est tombé, on trouve des excuses. Je crois que pour moi, il y en a peut-être, sur 100, il y en a peut-être 10 qui ont dit la vérité. Les autres, c'est un mensonge. Et excuse-moi, moi, je viens d'ethnie Laré. Souvent, c'est méchant, hein, je vois sous tous mes frères Laré. Ils passent leur temps à mentir.
comme par hasard, tu vas passer sur les réseaux sociaux, dire que je vais te marier. Je crois qu'une personne, si tu veux te marier, il y a une autre façon d'aller trouver les papiers pour te marier. Excuse-moi, c'est méchant, ils sont bien capables d'aller faire des faux papiers. Ils sont les premiers à aller diminuer l'âge pour avoir des papiers. Donc vous allez me dire quoi? Ils étaient incapables d'aller falsifier des papiers pour le faire rentrer à la mairie? Ça, c'est une réalité, ça existe. Qu'on arrête de mentir les gens. Moi, pour moi, l'heure est grave. Moi, ma jeunesse à moi, je ne veux pas qu'elle soit sacrifiée. Si je vous parle ceci, j'ai eu 4 frères qui sont morts au Congo. Je m'occupe de toute ma famille au Congo. Et je ne veux pas rester avec, excuse-moi, un salaire de misère qu'on nous paye ici, les 1800 pour nourrir toute une famille. Je veux rentrer au pays, être auprès de ma famille, au moins de voir ces enfants-là, qui puissent avoir accès à la formation, à l'éducation. C'est important pour moi. Ça veut dire qu'il y aura une personne qui pourra me mettre des bâtons dans le roue. Comme j'ai dit ceci, personne ne peut me dérober de ma voix. Je suis là pour me battre pour mon pays. C'est jusqu'à la fin. Oui. Alors, je voudrais intervenir. Oui, vous allez intervenir, Guy Makiba, mais j'aimerais aussi juste, dans le même état d'esprit, vous interpellez-vous en tant que politique en disant, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les Congolais qui se plaignent que cette action que vous soutenez aujourd'hui, que vous revendiquez aujourd'hui, a causé de la misère à d'autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'y faire établir des passeports aussi facilement, les équipes qui venaient avant ne viennent plus, et pour accéder à l'ambassade, ça devient quasiment tout un protocole, et ces personnes se disent comment soutenir ce combat-là alors qu'on se sent plus ou moins gêné dans son établissement ici en France. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir. Maintenant, je ne veux pas mettre les gants. Je traiterai ces personnages des gens irresponsables. Je ne sais pas s'ils sont des citoyens. S'ils sont des citoyens. C'est quoi la citoyenneté? Et en quoi les responsabilités? Je vais m'expliquer. Allez-y. Quel plaisir peut avoir 2 jeunes ou 3 jeunes garçons qui sont comme vous et nous? Ici, ils ont père de famille, ils ont de quoi, c'est des bel hommes, ils peuvent aller chercher des petites Françaises ici, vivre bien, et prendre le risque, même pour leur propre vie, parce que ça pouvait mal se tourner ce jour-là. Ils viennent avec quelque chose peut-être de voiture bélier, il peut y avoir une explosion, ils meurent. Et la réaction d'un certain nombre de personnages assis dans leur salon, en train de bouffer la semoule et pour prendre du vin pourri de Schlarab à côté, c'est de dire « Ah, ils nous ont empêchés de ne plus aller faire nos papiers ». C'est de l'irresponsabilité, de l'immaturité. Comme disait l'autre, Senghor, la raison est laine et l'émotion est nègre. Voilà, ça c'est des réactions émotives. Lorsqu'un phénomène comme celui-là se pose, moi, je dis bien, je n'ai pas été au cœur de ce qu'ils prévoyaient. Mais on analyse le phénomène. Comment on peut arriver à une telle extrémité? Quel est l'objectif? C'est pas pour eux. C'est pas eux qui seront des ministres demain ou je ne sais pas quoi. Ils ne veulent pas être des ministres. Mais ils ont habité la tragédie que vit notre pays. Ils ont mis en avant l'intérêt national collectif au détriment de nos petits intérêts, de papier et autres. Donc, j'appelle ça effectivement, c'est une espèce de traduction, c'est une espèce de projection à la congolaise. De penser que chacun doit voir midi à sa porte. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, avant que ces jeunes-là posent un acte, moi, j'ai été conseiller dans un cabinet ministériel au Congo. Donc, conseiller à la coopération. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant plus de 3 ans. Donc j'étais souvent, au ministère du Tourisme, en contact avec l'ambassade de France ici, pour que cette ambassade, à travers sa cellule économique, travaille en coordination avec moi pour attirer les investisseurs. Mais ces gens passaient plus leur temps à jouer au tiercé, je ne sais pas quoi, qu'à faire leur travail. Nous n'avons pas des ambassades dignes de ce nom. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des nids de flics, ce sont des nids où on loge, où on positionne des maîtresses, des cousins et autres. Parce qu'avant, il y avait une facilitation administrative à cette ambassade. Moi, j'ai vécu ici pendant plus de 25 ans. Je ne sais pas combien de fois nous avons été reçus en tant que diaspora à cette ambassade. J'ai connu depuis Ewenge.
jusqu'à Lopez. Donc, à ces Congolais, je leur dirais ceci. S'ils n'ont pas habité la citoyenneté, s'ils ne connaissent pas ce que ça... se battre pour la nation, s'ils ne connaissent pas l'intérêt collectif, ils n'ont qu'à se taire. Parce qu'ils sont très minoritaires. Aujourd'hui, la tragédie que vit notre pays dépasse l'entendement. Et donc ces jeunes-là, ils ont raison, comme je l'ai dit tantôt, en préambule, d'avoir habité leur mission. Nous, notre génération, excusez-moi le terme, a été baisée par M. Sassou Nguesso et son clan. Nos parents, ils ont connu le même sang et ils ont refusé. Ils l'ont dit tout à l'heure, nous ne sommes pas comme vous. Vous avez mis les gants. Mais nous allons utiliser ce que ce monsieur veut qu'on utilise. C'est lui qui les a mis dans cette situation-là. Mais il faudrait qu'il assume. Donc la petite minorité, sinon ultra-minorité des Congolais qui jacassent dans les réseaux sociaux pour dire « ouais, il fallait pas, machin quoi », ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. Eux, ils ont assumé leurs responsabilités, c'est là n'a qu'à assumer sa responsabilité. Moi, en tant que politique, je dis et je redis que cette dimension combattante, il nous la fallait et nous allons créer les conditions à ce qu'elle soit affinée pour que les orientations soient claires et que la libération du Congo viendra de cette dimension qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. Juste pour souligner quelque chose, je crois que tout le monde est au courant. J'allais dire quand même quelque chose d'important, c'est que depuis ce combat on a commencé au niveau de combattants, il n'y a aucun média qui s'intéresse aux combattants. L'action était posée, RFI est là, Paris Match est là, il ne faut pas qu'on oublie. Si tu mènes un combat, quand tu n'as pas de lobby, ni de stratégie, ni un soutien extérieur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que le monde puisse savoir que ce qui se passe au Congo, il y a peu de gens qui s'intéressent, il y a peu de médias. Alors, cette action a permis que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe au Congo. C'était important. Bien sûr. Et il n'y a personne qui peut venir nous contredire. Alors, parce que c'est comme si on a posé cette pierre pour vous dire voilà la situation au Congo, ce qui se passe. Je comprends, Guy Mafimba, pardon, juste pour relever par rapport à ce qu'il dit, c'est que je comprends que les médias ne s'en intéressent pas, mais je pense quand même que RFI couvre abondamment, juste pour le dire, la situation congolaise. Peut-être pas au rythme que voudraient les Congolais, mais je pense quand même que certains leaders, même vous-même, avez participé à des émissions sur le Congo, donc les gens savent très bien. Si c'est pour attirer l'opinion française, c'en est une autre, mais ce que je relève aussi malgré ça, on n'a pas vu une couverture spéciale dans les grands médias français par rapport à cet événement. Donc, je ne sais pas s'il faut après monter d'un cran pour que les France 2 et consorts puissent venir. Excusez-moi, je crois que le grand frère puisse prendre la parole. Il y a une chose, il ne faut pas oublier que, je ne sais pas, moi je n'étais pas né, il y a eu des Machoua, plein des combattants avant nous. Mais une chose, il faut montrer au fait à M. Denis Sassou Nguesso que tout a changé. Son monde là de bisounours là, qu'il y a un autre monde qui existe, c'est que c'est des jeunes déterminés et qui ont soif de la liberté. C'est important. Et vous trouvez ça normal? Excusez-moi, moi je vais parler plus aux fanatiques de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, vous êtes avec M. Denis Sassou Nguesso, vous avez vos enfants posés dans les ministères. Après son départ, qu'est-ce que vous allez devenir? Il faut vous poser cette question-là. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez devenir? Nous, ce qu'on veut, on cultive cette solidarité-là qui n'a jamais existé auparavant. Pas de tribalisme. Tu t'appelles Malonga, je m'appelle Oko, je m'appelle Okana, je m'appelle Nzaba. On est tous des Congolais. C'est ce qui est important. C'est l'unité avant toute chose. Guy Mafimba, vous voulez dire quelque chose? Non, ce que je voulais dire toujours dans ce registre-là de ce que je peux comprendre, les réactions de fois émotionnelles des uns et des autres. J'ai entendu la même chose, vous savez, lorsque les résistants à Brazzaville ont fait sauter les rails. On a écouté la même chose. Oh, mais comment ils peuvent s'attaquer au patrimoine du Congo? Donc, j'ai dit à quelqu'un des choses, mais simples. J'ai dit, mais donc, le carburant qui part de Pointe-Noire, qui vient alimenter les hélicoptères pour aller bombarder des gens dans le pool, ça, c'est pas ton problème.
Ce qui t'intéresse, c'est le fait qu'on a cassé les rails. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent. Est-ce que c'est des réactions émotionnelles? Est-ce que ce sont les gens de Sassou qui se cachent derrière les pseudos pour raconter tout et n'importe quoi? Tout est-il qu'ils sont ultra minoritaires. Ils sont ultra minoritaires, d'autant plus que cette volonté pour leur génération, comme la nôtre, comme celle qui nous précède, de se dire que la nature même du régime aujourd'hui, à Brazzaville, je l'ai dit quelque part, ça soit réussi quelque chose de formidable, à radicaliser les gens. Mais je ne demande pas à ces jeunes d'aller tuer. Mais je demande tout simplement à ces jeunes de se dire, mais nous devons prendre nos responsabilités, sinon qu'est-ce que nous allons devenir? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les parents ont été humiliés, les grands frères ont été humiliés, nous n'allons pas accepter. Je vous prends un exemple simple. Quand je dis les parents ont été humiliés, moi avant-hier, j'ai ma mère de plus de 80 ans, qui pleurait, pourquoi? Sa maison cassée pendant le 4 mars. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais reçu d'indemnité. Elle est en train de mourir parce qu'elle n'arrive plus à avoir l'argent pour comment on appelle, des locataires. Mais qui est responsable de ça? C'est pas M. Sassou Nguesso? Donc, on va continuer à subir ce monsieur jusqu'à quand? Il faut arriver à faire comprendre à ce monsieur que l'oppression appelle l'oppression. La violence risque d'appeler la violence. On ne va pas faire comme les chrétiens. Tu prends la gifle de la joue droite et tu vas donner la joue gauche. C'est fini. Ça, ce n'est plus de mon temps. Encore pour eux. On va demander à Kiki excusez-moi le terme, voilà. C'est quoi? De quel droit? Ils sont plus congolais que ces jeunes-là. Ils n'ont pas besoin, eux, de vivre comme Kiki, d'envoyer les enfants dans les grandes écoles qui coûtent 10 000 francs, 10 000 euros par mois. De quel droit on peut se le permettre? Et donc, cibler l'ambassade aujourd'hui, c'est cibler le symbole de l'oppression. Et à eux de comprendre ce message. Parce que autant ils nous ciblent, ils nous prennent comme des gens qu'il faut trancher la gorge, mais on ne va pas se laisser faire. Gaylor Pabou. Oui, Sir Makosso, nous l'avions dit ici que nous étions le résultat d'un produit fabriqué par M. Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est lui qui nous a fabriqués. Nous avions dit que nous étions des bombes biologiques, souvenez-vous, avec des cimes, des puces déjà activées. Le problème, c'est que M. Denis Sassou Nguesso doit comprendre que les choses ont changé. C'est fini ces histoires entre petits copains, Nzon Mathias, Parfait Kolela, entre fils et père, Clément Mwamba. Non, nous ne sommes pas de cette génération. Franchement, nous avons pris nos responsabilités et nous irons jusqu'au bout. Ça, c'est comme ça. Notre prise de position est irrévocable. C'est comme ça. Nous irons jusqu'au bout. Parce que ceux qui parlent de l'ambassade de cet édifice, une fois à la place de la République, si tu te souviens, nous avions dit que si vous touchez à un seul cheveu du général Moukoko, nous allons poser des actes ici. S'ils ont des bonnes mémoires, ou bien s'ils écoutent le cri du cœur de la population, ils devaient comprendre. On a eu à le dire, on l'a signifié, on a dit que nous allons faire poser des actes ici. On va brûler les institutions de la République. On l'a dit ici et on l'a fait. Donc, M. Denis Sassou Nguesso doit comprendre que aujourd'hui, ce que lui fait et ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la résultante de son travail. Un travail médiocre qui fait qu'enfoncer notre pays. Et ce pays-là ne l'appartient pas. Ce pays nous appartient tous. C'est pourquoi nous n'allons pas reculer. Point de besoin de reculer. Il doit comprendre que depuis qu'il a réalisé son hold-up électoral, il a franchi le Rubicon. C'est comme ça. Franchement, je suis désolé de le dire. Il doit comprendre les choses. Voilà, on va juste, on va juste faire une petite pause et puis on revient sur le plateau. Ténimont se veut comme
veut faire la promotion immobilière au Congo. Et donc nous proposons de vendre, de construire des maisons, des appartements que nous voulons effectivement vendre principalement beaucoup plus en fait à la diaspora congolaise. Donc 5 400 c'est le prix d'un studio, réalisé à Brazzaville ou bien à Pointe-Noire. D'accord. Donc ce prix correspond à un F1, juste un appartement, un studio. Donc les gens peuvent acheter un studio, tout comme peuvent acheter des F1, F2, F3. Ce programme de Enimo, il vise de construire au moins 7600 appartements au Congo, aussi bien donc à Brazzaville, sur le site de Kimpomo, Kintele et Ngangalungolo, et sur Pointe-Noire, à Ngoyo et à Kotomatev. Maintenant, les gens peuvent, à partir d'aujourd'hui, venir chez Enimo pour signer le contrat et acquérir ces biens. Parce qu'effectivement, nous avons déjà commencé les travaux donc, qui sont en cours de finition à Ngoyo, à Pointe-Noire. Fima, aujourd'hui, on voit très bien que la situation du côté de Paris est en train plus ou moins d'être prise en main par vous les politiques, parce que les groupuscules d'opposants, on les connaît. Ça existe depuis quelque temps sur la place parisienne. On a vu les agressions physiques, on a vu aussi d'autres actes posés, parfois contre des biens privés. Aujourd'hui, les gens se disent aussi une chose, c'est que ces jeunes qu'aujourd'hui on voit opérer ici à Paris, certains ont des situations sociales précaires, que c'est une manière d'attirer l'attention en fait de Brazzaville, et on sait les divisions qu'on a aujourd'hui parmi ceux qui s'appellent, surnomment des combattants, pour en fait capter cette attention, capter aussi de la manne financière et de continuer en fait à mener une vie de pacha ici à Paris. Vous savez, avant de répondre à votre question, je tenais juste sur le registre responsabilité de l'ambassade, pourquoi le site. Oui. Vous vous souvenez que M. Andrea Ngombe a été agressé dans cette ambassade. Oui. Si ces gens-là étaient sérieux, Andrea Ngombe peut être le petit-fils de Lopez, ce rentier de l'État qui est dans les sphères de l'État depuis plus de l'âge de 20 ans, comme celui qui vient d'arriver à Dada, depuis plus de 20 ans. Il n'a connu que être le rentier de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait pour Andrea Ngombe? Il y a eu ne serait-ce que un appel, demander à ton petit-fils de venir, tiens, voilà comment tu as été agressé. Donc ces gens-là, comment on peut les considérer? C'est un bon point à soulever. C'est devenu... C'est quasiment des ennemis du peuple, ces gens. C'est quasiment des ennemis du peuple, vous savez. Donc je tenais à souligner ce qui est arrivé. J'étais à Brazzaville, lorsque j'ai vu les images de ce jeune homme ensanglanté, Andrea Ngombe, j'ai eu des larmes. Je me dis, mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un seul responsable de l'ambassade pour appeler, pour dire, mais c'est notre fils, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc, ceux qui viennent nous parler, ouais, vous avez attaqué l'ambassade, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à prendre leur semoule avec du vin de Monoprix, aller acheter, je ne sais pas quoi, à Château-Rouge, ce serait bien. Et laisser à ceux qui veulent être au chevet du Congo, être au chevet du Congo. Pour revenir à la question sur les groupuscules, les combattants qui aujourd'hui captent la manne financière. Vous savez, lorsqu'on mène un combat de libération, parce que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers, on ne va pas inventer la roue. Il y en a qui viennent par conviction. Il y en a qui viennent par intérêt. Il y en a qui viennent sur des considérations subjectives. Vous verrez le combat qu'a mené l'ANC pour libérer. Vous verrez ici, comparaison n'est pas raison, mais vous verrez ici ce qui s'est passé au niveau de la résistance. On a reconnu des collaborants ici, avec le régime de Vichy. Donc il y a des jeunes, effectivement, qui ne sont pas venus par conviction. Il y a des jeunes qui sont venus pour des intérêts, pour des petits intérêts égoïstes et autres. Mais l'histoire fera en sorte qu'ils vont s'isoler d'eux-mêmes. Tout simplement parce que lorsque la grande majorité pousse à droite et vous voulez la ramener à gauche, vous aurez de plus en plus de mal. Mais tout ce que je demande souvent à mes jeunes frères, c'est de leur dire ceci. Le leadership ne se décrète pas. Ça ne sert à rien de pérorer. Et c'est l'autre qui disait, le tigre n'a pas besoin de parler de sa tigritude pour exister. Hein? Donc, il y en a aujourd'hui, malheureusement, dans cette dimension combattante,
animés par une espèce d'ego surdimensionné, veulent aller plus vite ou mettre la charrue avant les bœufs. Mais non, ce que je demande à mes jeunes frères, à la fois le calme, la discrétion et essayer de régler ça en interne. Maintenant, pour ceux qui basculent ou qui jouent le double jeu, aller prendre l'argent de chez Sassou, venir faire des conneries ici comme on a fait avec notre jeune sœur, Sadio, et l'agression d'ailleurs d'Aristide. On sait pertinemment que ce sont des jeunes frères, moi-même, parce qu'on n'a pas besoin de parler d'ici, parce que j'ai pas peur de ces connards-là. Il y a des coups de fil anonymes, on te connaît où tu habites, oui, il y a même un qui m'a dit, oh, je t'ai vu à Drugstore, tu savais, tu as eu peur, tu es un imbécile, parce que j'ai pas eu peur à Brazzaville, je vais avoir peur à Paris. Bon, c'est du n'importe quoi. À ces jeunes-là, tout ce que je peux dire, à mon âge, je connais assez le système, j'ai commencé très tôt à militer. Lorsque tu as bouffé l'argent de Sassou, lorsque tu as dans les salles des hommes de Sassou, tu vas mourir de cet argent-là. Si tu ne meurs pas des mains de Sassou Nguesso, ben c'est ceux-là à qui tu veux t'attaquer qui vont te mettre hors d'état de nuire. Donc à ceux-là qui sont déjà démasqués pour certains, qui sachent que notre calme, c'est pas ce que nous on connaît. Parce que dans le milieu de Sassou, on connaît. Dans le milieu de Sassou, aujourd'hui, il y a des infiltrés aussi. Nous avons aussi des gens qui travaillent là-bas, qui nous disent, les gens qui jouent le double jeu ici. Ou c'est eux lui-même Sassou qui va les neutraliser, ou c'est nous ici. Lorsque nous allons sentir que tu deviens un danger pour nous, ben écoutez, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, Bramandela, cette situation vous la connaissez très bien, puisqu'aujourd'hui les combattants, il y en a, je dirais pas des milliers, mais il y a plusieurs groupuscules, ceux qui étaient avant, qui sont séparés, qui sont partis là, qui rencontrent une Ngolondélé, qui rencontrent un tel, qui vont au Maroc, qui vont des trucs comme ça. Aujourd'hui, quelque part, ça décrédibilise le combat que le vôtre quand on voit parfois par rapport à certains actes. Disons, en fait, pour moi, ça dépend de qui. Parce que on a fait une vidéo là, on envoyait chez Brazil News. Je crois que j'étais avec le jeune maître, que je salue son bravo, son courage, aussi Faye Monama. Les deux courageux, c'est important parce que dans cette vidéo là, j'étais le premier à dire ceci, qu'on est des résistants combattants. Pour essayer de dissocier ces fameux combattants. Pour moi, c'est pas nous, on fait, autant que combattants résistants, on fait pas de la politique. C'est pas à nous d'aller voir ces responsables. C'est pas nous. Ça veut dire que si en combattant, tu te déplaces, je ne sais pas, sur le nom de qui tu te déplaces pour aller parler avec, je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur, Hugues, je ne sais pas sur qui t'a donné ce droit. Enfin, mais les gens sont libres d'aller rencontrer. Le problème, c'est que oui, mais ce combat-là, il y a des grands frères qui sont là. Nous, on est des combattants. Le combattant, il fait autre chose. Le combattant, il ne dialogue pas. Moi, j'entends des gens dialoguer. Moi, autant que résistant combattant, tu vas me demander de dialoguer. Je dis comment, avec qui je vais aller dialoguer? La différence, c'est que moi, ma politique, elle est différente des grands frères comme Guy Mafimba. Eux, ils font de la politique. Les politiciens doivent parler avec les politiciens. Si moi, je dois parler, ça sera avec un général du pays ou un, comment ça s'appelle, un Ndengue, autant que résistant combattant. Parce qu'on est au maniement des armes, entre guillemets. C'est pas à nous, les combattants, d'aller négocier. Et à l'heure actuelle, tu vas aller négocier en vertu de quoi? Tu es qui pour aller négocier? C'est ça la question doit se poser. C'est pas parce que tu es combattant, tu te crois que tu pèses. Être combattant, ça ne veut pas dire que tu pèses. Il y a des anciens qui sont là, qui maîtrisent bien. La politique, c'est à eux d'aller parler. Moi, les combattants, ils n'ont pas vocation d'aller parler, d'aller dialoguer. Oui. Alors, Gaylor Poabo, le comité de soutien aux prisonniers politiques de 142 soutiendrait-il aussi des gens qui prendraient des initiatives, des pseudo-combattants, si demain ils se retrouvent en bisbille avec la justice par rapport au combat que vous menez aujourd'hui, puisqu'on voit que les combattants, c'est plusieurs familles, qui est plus légitime que l'autre? C'est Makosso, vous avez bien dit pseudo-combattants. Voilà, pseudo-combattants. Ils sont libres, ces frères congolais, ils sont libres, à mon humble avis. Quand ils raquettent, sinon quand ils reçoivent de l'argent, de la part de ce régime-là, pour moi, s'ils sont des Congolais, c'est leur argent. Mais par contre, nuance, par contre, quand ils veulent
faire du mal à leurs propres frères, qui sont dans la réelle résistance, la réelle résistance, c'est en ce moment-là que je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que nous nous sommes levés contre toute une dictature. Nous nous battons contre une tyrannie. Donc ce n'est pas eux qui vont faire quelque chose devant nous. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas notre problème, eux. Ils ont le droit d'aller prendre de l'argent. C'est leur argent. Le Congo leur doit de l'argent. Parce que ce pays-là, depuis fort longtemps, est sous le gigue d'un tyran, d'un dictateur. Ce pays-là leur a tout pris. Donc, pour moi, ils ont le droit de prendre de l'argent. Des gens qui se baladent, qui voyagent avec des centaines de mille d'euros dans des sacs, dans des valises. Ils ont le droit de prendre cet argent, c'est leur argent. Mais ils doivent respecter notre combat. Est-ce qu'ils ont aussi la légitimité du combat ou du pseudonyme de combattant finalement, ces gens-là? Cette casquette-là, pour moi, on doit travailler. On doit travailler parce que nous sommes dans une perspective de renversement de pouvoir. Et ceux qui sont intelligents le savent. Point n'est besoin d'aller chercher à croiser Guélor Poabou, le faire du mal ou Hérode Jeune Maître, comme ce qui a failli se produire il y a 2 semaines. C'est zéro ça. Parce que pour nous sommes ces Congolais-là qui ont pris conscience, qui ont mesuré la dimension de cette situation. Parce que je me rends compte que d'autres, ils sont dans leur fiction, en fait. Ils sont dans leur fiction, ils se disent que bon, ben voilà, c'est notre affaire, si j'ai mon argent, c'est l'argent du Congo. Il n'y a pas de souci, on leur respecte. Mais en ce moment-là, eux aussi, ils doivent respecter notre combat. Ils doivent respecter notre combat parce que sur notre chemin, tous ceux qui vont vouloir chercher à interférer sur notre chemin, ils auront le même sort que le régime autoritaire, totalitaire de Brazzaville. Juste pour apporter un éclaircissement sur cette dimension combattante. La nature même, je voudrais dire, comment on peut comprendre cela? Il faut voir ça dans une perspective historique. Le contexte d'aujourd'hui, comment dirais-je, précède la configuration actuelle, sinon les actions actuelles. Je m'explique. Hier, moi quand je suis arrivé dans ce pays, dans les années 85, c'était les maîtres Moudilino Massengo et Kondi Akala qui résistaient contre le régime de Brazzaville dictatorial de l'époque. Jeune étudiant, j'ai même perdu ma carrière militaire à cause de ça. Nous sommes partis déjà, mais c'était quoi? On partait à Trocadéro avec nos drapeaux rouges, vert, jaune, rouge, on manifestait. Ça a évolué. Conférence nationale, on l'a eu. C'était un certain nombre avec Benjamin Tungamani, pas mal ici à Paris. C'était aussi dans les salles, on faisait du lobbying auprès du Parti Socialiste, on a eu la balle et tout, conférence nationale. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est là où je dis il faut être précis. Aujourd'hui, les jeunes qui sont là, comme j'ai dit, nous avons été l'arme théorique, nous avons expliqué aux uns et aux autres, ce que les gens ont intériorisé, que nous sommes aujourd'hui dans une espèce de parenthèse de la République du Congo. C'est pas pour rien qu'on appelle le Sassoland. Pour nous, il a dit, Mandela, il a même un nom prémonitoire. Mais pour nous, ce régime est illégal et illégitime. On ne reconnaît pas Sassou en tant que chef de l'État. Ce qui revient à dire que nous menons des actions pour empêcher à ces gens qui se disent représentants du Congo d'évoluer comme s'ils étaient des gens normaux dans ce pays. Et voilà les actions qui partent de l'activisme politique à la résistance. Nous sommes à cheval entre l'activisme politique et la résistance. Il a dit tout à l'heure, ils ont commencé avec les enfarinages et autres. Maintenant, ils sont passés dans un acte de résistance. La résistance, c'était quoi? Mais Vichy, quand il y avait Vichy ici, qu'est-ce que le Moulin faisait? Il faisait sauter les rails. Qu'est-ce que Moulin faisait? Il faisait du renseignement. L'opération mal à l'aise. Mais c'est ça la résistance. Et croyez-moi, ça a de l'effet à Brazzaville.
Parce que ces gens ne peuvent plus fonctionner comme il faudrait. Donc, ceux qui sortent de cette lecture, de cette grille de lecture, les fameux combattants qui sortent de cette grille de lecture, on ne peut pas les appeler les combattants. Ce sont des commerçants. C'est des jeunes commerçants qui font du chantage à la rigueur. Au Kiki et autres, on leur donne un peu... Non, je dis, ces jeunes frères, comme il a dit, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent déteindre, apporter une espèce de discrédit sur les risques que ces jeunes-là... Parce que vous pensez qu'eux-là, ils ne sont pas capables de créer des passerelles pour se faire du pognon à Brazzaville? Nous autres, là, on n'a pas... Lorsque vous transposez dans le paysage politique actuel, nous sommes dans la même situation. Aujourd'hui, lorsque vous avez vu la position de Tchatchi Mabila et de Kolela, ils sont dans la compromission. Mais nous continuons à résister. Nous sommes là, nous continuons à résister. Nous tenons à notre ligne politique. Vous l'avez dit, vous le savez. Mais pourquoi Elvis Okombi, c'est pas mes jeunes frères? Les motomes là, c'est pas moi qui ai créé les motomes. Ils sont venus ici. Vous le savez. J'ai dit, je ne rencontre pas ces gens-là. Si j'ai envie de rencontrer un politique, c'est M. Sassou Nguesso. Moi, je ne peux pas rencontrer des soufis de Sassou. C'est comme eux, ils disent. Eux, leur interlocuteur, c'est Ndengue. Et nous, nos interlocuteurs, c'est Sassou. C'est pas Mwamba, je ne sais pas quoi, les ministrants ou les ministres. Voilà toute la différence que nous devons faire. Voilà, une différence à faire, Guelor Poabou. Aujourd'hui, on sent que la diaspora plus ou moins s'organise. Ce comité aujourd'hui a besoin d'être accompagné, a besoin de soutien. Vous avez expliqué tout à l'heure que la procédure ne s'est pas arrêtée, elle continue. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est de réunir tous les éléments en notre faveur. Et je lance un grand appel, une fois de plus, au peuple congolais de continuer à s'orienter vers la page Facebook des prisonniers politiques 242, là où ils ont l'habitude d'obtenir des informations sur la situation et continuer à contribuer, à envoyer un petit quelque chose auprès de la trésorière qui est la financière, c'est elle qui gère la caisse, parce que nous avons eu la chance, cette grâce, d'avoir des avocats compatriotes qui nous ont fait payer en fait les honoraires, maître Philippe Missamou, maître Brice Zomba et autres. C'est en plusieurs fois. Donc nous avons reçu de l'argent. On a eu à réaliser des opérations avec eux. Et une fois que le problème sera réglé, nous allons revenir sur ce même plateau pour essayer de faire un recap, essayer d'expliquer combien nous avons reçu, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent. Et en ce moment-là, peut-être pour d'autres séances, on pourra correctement bien mener les actions et résoudre beaucoup de problèmes. Guy Mafima Largent sur le nerf de la guerre dans le combat politique. On voit très bien, on parlait de compromission tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que la diaspora congolaise, notamment celle qui est engagée, a pris conscience en fait de cette dimension et elle commence à mettre la main à la pâte pour accompagner des combats un peu comme celui dont on parle aujourd'hui? Relativement. Et il a bien fait d'ailleurs, mon jeune frère, de lancer cet appel et surtout de remercier, d'encourager Maître Missamou et Maître Bissamba. Ce sont des frères, des avocats congolais et qui n'ont pas regardé leur honoraire et autres. Ils se sont dit c'est la lutte. Raison pour laquelle j'ai été très sévère à l'égard des petits Congolais qui sont devant leur petit écran en nous parler, ah oui, nos papiers. On s'en fout de tes papiers, excusez-moi le terme, on s'en fout de tes papiers. Ça je peux le dire et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc par rapport à cela, le nerf de la guerre, je dis relativement. Prenez une hypothèse simple. Il y a eu les primaires de la droite, 2 euros. Ils se sont retrouvés avec 8 millions d'euros. Pour 2 euros à chacun. Si on pouvait faire le nombre de Congolais qui sont là, s'il y en a 100, si chacun se dit, je veux prendre 15 euros pour ce mois-ci pour consacrer à la lutte.
combien on peut se retrouver dans toute la diaspora congolaise, que ce soit ici en France et ailleurs. Il y a un souci à ce niveau. Les autres nous rétorquent, à tort ou à raison, de dire, mais vous n'êtes pas organisés, on ne sait pas qui est qui, il n'y a pas de transparence. Oui, ils peuvent avoir raison. Mais je veux dire, il y a quand même des figures. Mais ces jeunes frères-là, mais c'est des figures de la lutte maintenant. Parce que c'est dans les actes qu'ils ont posés qu'ils ont cette légitimité populaire. Donc, rien qu'à travers eux, on peut dire, ah, moi, je cotise par rapport à leur combat. Parce que le combat n'est pas fini. Et je tenais aussi à dire qu'il faut continuer à regarder au niveau de ce portail, de cette page prisonnier 242, notamment avec ceux qui sont encore à Madrid. Parce que le procès, moi je pars du principe que le procès, si procès il y a, et je tiens absolument qu'il y ait procès, mais qu'on fasse un procès populaire, à la fois contre le régime de Brazzaville et contre le régime contre la politique française au Congo. Moi je pense, et je vais me rapprocher d'un certain nombre de nos avocats, pour que nous soyons les témoins à décharge. Je veux que je sois inculpé dans cette affaire-là. Comme, je ne sais pas, le penseur... On demande pas une inculpation. Mais non, je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Vous êtes dans un état de droit ici. Oui, donc, je ne connais pas, Non, on peut dire que M. Mafumbe est commanditaire, je veux dire, parce qu'il a tenu des propos... Demandez ça au Congakala, il pourra le faire aussi rapidement à Brazzaville, c'est sûr que vous devez avoir des chefs d'accusation. Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a peut-être l'expression témoin à décharge, je ne sais pas quoi, parce que je veux que ça soit un procès... Comme à l'époque. Alors donc, si je comprends bien, le procès de Verschave. Alors, si je comprends bien, Guy Mafimba, aujourd'hui, pour vous, en fait, cette situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, notamment vis-à-vis de ces jeunes, vous permet d'avoir une vraie tribune pour faire le procès du Congo. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais moi, je suis un politique. Et le politique, c'est celui qui arrive à trouver les brèches, des fenêtres de tir. Croyez-moi. Hier, nous étions chez le sénateur, ancien ministre de la Coopération, Jean-Marie Bockel. Je tais les discrétions, un certain nombre d'éléments que nous avons échangés. Mais il a voulu la mort de la France-Afrique. Oui, il a voulu la mort d'Afrique, il a été viré par les autres. Vous savez, lorsqu'on discute, le premier constat que nous avons à faire, les deux, nous et puis lui, c'est lui qui sort la phrase. Il dit, Monsieur Sassou Nguesso, c'est un monstre froid. Ancien ministre de la Coopération, il dit, mais ce monsieur, c'est un monstre froid. Il dit, par rapport aux 2 ans, 1 année, je suis resté à la tête de la coopération, j'ai connu beaucoup de chefs d'État africains, ce gars-là, c'est un monstre froid. Et la question que je me suis posée, mais comment ce monstre froid est jusqu'à présent toujours l'ami d'un certain nombre de politiques français? Raison pour laquelle je tenais absolument à ce que vous sortiez cela. Vous avez compris en fait mon objectif. Si on peut en faire un procès contre la politique française, notamment au Congo, je suis preneur. Et je vais faire en sorte que nous soyons nombreux à nous constituer témoins à charge. Si on peut nous citer, chacun peut avoir 5 minutes pour dire ce qu'il pense de la politique française au Congo, ce serait quelque chose de gagné. Et je sais que nous sortirons de là vainqueurs. Pourquoi? D'autant plus que pourquoi ils ont été libérés? Parce que les magistrats ne sont pas insensibles. Lorsque nous avons dit dans Paris Match, nous allons faire de Paris la capitale du Congo libre, tout est dit. Tout est dit. C'est ça l'arme théorique. Voilà. Bramanela, aujourd'hui, maintenant, vous êtes libre hein, en attendant le procès. Est-ce que vous dites que ça va bien se terminer pour vous ou bien vous craignez, en fait, demain de repartir en prison? Je suis croyant. C'est Dieu qui décide sur mon sort. Parce que les juges aussi, puisque... Oui, le problème, c'est que ça s'est bien passé avec la juge Karine Rousseau. Je crois qu'elle a bien prêté l'oreille, parce que je l'ai bien expliqué que voilà, je ne suis pas un voyou. C'est-à-dire que je le fais pour mon pays, parce que rien ne m'obligeait d'aller le faire. J'ai une vie ici, j'ai passé mes diplômes ici, là. En Silion, quand même, je faisais de la comptabilité fiscale chez Auchan. C'est pas du n'importe quoi. Ça veut dire que avec le peu d'études que j'ai fait au pays, quand je suis arrivé en France, j'ai passé 2 diplômes. J'ai un CAP BP dans le bâtiment. Ça veut dire qu'un jour, je suis ramené à aller faire valoir mes droits au pays. Ouvrir des entreprises, c'est important aussi. C'est important. C'est qu'il y a des gens qui croient qu'on est des voyous. Non, on a quelque chose dans la tête.
On sait pourquoi on le fait précisément. C'est ça qui est important. Pour l'instant, je reste serein. Je me dis que, bon, on attend le verdict final. Mais n'oublions pas que c'est pour le Congo. Je suis sorti, je fais ce que j'ai à faire, je vais m'occuper de ma famille, être auprès de mes amis, regarder ce qui se passe dans le monde. Juste pour vous dire ceci, être à Fresnes, parce que j'aime bien souligner être à Fresnes, entourer des rats dans les cellules, c'est pas évident. C'est que vous me voyez, je souris. Ma mère m'a toujours dit, garde ton sourire quoi qu'il arrive. Je garde le sourire. Et je sais que je l'ai fait pour le bien du pays. S'il s'avère qu'on me ramène en prison, je n'aurai pas de regrets. Pourquoi avoir de regrets si je l'ai fait pour mon pays? C'est pour ça que je précise bien que quand tu es un combattant, tu sais c'est quoi le mot, la définition combattant. On n'est pas là pour monnayer quelque chose. Et je ne crois pas qu'on a le droit d'aller prendre l'argent. Et puis, tu prends l'argent, tu le mets dans tes poches, tu fais ce que tu as à faire, tu te goinfres, tu t'occupes de ta famille. Mais moi, ce que j'ai à dire à mes frères, si au moins vous avez l'opportunité, là, parce que j'entends des grosses sommes que j'ai jamais vues, des 100 000 euros, cette lutte a besoin d'argent. Si vous étiez honnête, si franchement que vous êtes honnête, que vous le faisiez pour le pays, pour les Congolais qui sont au pays, je crois que vous aurez cette logique de dire, bon, regardez, on m'a donné ça, moi je garde ça pour moi, mais prenez-moi la moitié, ça va aider. Entre-temps, moi et le jeune maître, on a commencé à aller écrire des statuts sur quand même disons que, comment on appelle ça, OGN, je ne sais pas comment on appelle ça, ONG. Au moins, malgré le combat, on voit qu'on se soucie de notre peuple, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que collecter des habits, collecter l'argent pour envoyer au pays, c'est très important. La lutte ne s'arrête pas à dire ça se dégage. Il faut qu'on soit aussi capable de montrer cet amour envers notre peuple. C'est ça qui est important. Les longs discours là qui ne servent à rien, c'est pas important. Il faut qu'on montre aux gens qu'on a l'amour pour ce pays. Voilà notre acte. Notre acte, ça montre que je suis un citoyen congolais convaincu. Je montre mon amour aux Congolais. Voilà ce que je fais pour vous. Comme je dis, on n'est pas des mendiants, on n'a pas besoin que d'aller prendre l'argent. Si aujourd'hui tu prends le temps d'aller prendre l'argent sans que personne ne sache, c'est que tu as un but. Il y a quelque chose dans la tête. Tout à fait. Guélor Poabou, on va terminer cet entretien. Oui, je tenais à souligner un point, un fait. Les Congolais de Paris, sinon de France, pensent que le Congo s'arrête, sinon la diaspora congolaise se limite que sur la place de Paris, sinon qu'à la France. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont envoyé un petit quelque chose d'Irlande, des USA, du Canada, de l'Angleterre et même de Melbourne en Australie. On a reçu. Et quand on essaie de voir cette réaction-là, on s'est dit, mais tiens, c'est ça le Congo. Excusez-moi de le dire, le Congolais qui vit en France, et étant donné qu'ils sont tellement souvent en contact avec le pays, donc cette frénésie-là, sinon cette maladie-là, les suit jusqu'ici. C'est pour ça que, ben voilà, c'est des éléments foutistes, ils ne veulent pas prendre les choses en main, même sur la place de Paris. C'est pourquoi je dis, ils doivent enlever dans leur tête que la diaspora se limite qu'à Paris et tout ce qui l'entoure. Nous disons un grand merci à ses frères et sœurs qui nous ont soutenus de loin. C'est pour dire que ce qui nous lie, c'est le Congo. Oui. Et tout Congolais, partout où il est, doit prendre ses responsabilités. Allez-y. Tout Congolais doit prendre ses responsabilités, partout où il est. Il y a une représentation institutionnelle. Faites entendre votre voix. Il faut dire non. La vérité, rien que la vérité. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire partir ce monsieur. Parce que nous,
sommes convaincus que ce régime va tomber. C'est comme ça, Sir Makosso. Merci à vous, parce que vous étiez là, présent. Et d'entendre ça derrière les barreaux, ça me faisait du bien que Ziana TV ait été là. C'est important. Et une chose, je voulais souligner quand même, parce qu'on parle de la guerre. Vous savez, si on s'aime comme les doigts de la main, il n'y aurait jamais de guerre au Congo. Chose qu'on oublie. Ça veut dire que c'est un jour, on se dit, on doit sortir, aller marcher devant des Sassou Nguesso. Tous les Congolais, on va aller marcher, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas le sang versé au Congo. Mais on oublie. Qu'est-ce qu'on fait? On préfère se cloîtrer chez nous. Ça veut dire que les plus déterminés iront faire la guerre. Maintenant, on se pose la question. Moi, je pose la question aux Congolais en France. Je pense que vous n'êtes pas des vrais Congolais. Si vous étiez des vrais Congolais, vous allez vous soucier de votre pays. Vous êtes les premiers quand M. Hollande ne gouverne pas bien. Certains d'entre nous, on n'est que des résidents. Il a mal fait. Mais vous êtes incapable d'aller le dire à votre propre président, qui a la même couleur de peau que vous. Vous voyez, on joue, je ne sais pas dans quelle série de télévision on joue, mais ce n'est pas la bonne. Donc sur ce, vive le Congo et vive les Congolais. Voilà, mesdames, messieurs, Guillaume Pabou, apparemment vous aimez bien le micro, je vois ça. Non mais Sire, vous savez, quand vous êtes dans une lutte, et surtout dans une résistance, c'est compliqué. Vous recevez des coups de partout, c'est pourquoi il est important de dire merci. Tout à fait. De dire merci aux hommes qui vous soutiennent. Particulièrement à M. Marc Mapingou, Tout à fait. à M. Guy Mafimba, qui est là devant nous, et à John Benit Nzaba, Tout à fait, à John Benit Nzaba, à M. Mawawa. Vous voyez que ce sont des Vous allez faire des ennemis pour les autres. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut rendre à Marc ce qui est à Marc. C'est un monsieur qui fait, et je suis pas en train de battre campagne pour lui ici, mais c'est du vécu, c'est ce qu'on vit. Je sais que ce monsieur a fait et il continuera à faire, ensemble avec les autres. Bien sûr. Grand frère. Donc c'est ce que vraiment je tenais à dire, et mes salutations à tous les combattants, particulièrement à Faye Monama et à Hérold Jeune Maître. Il n'y a qu'ensemble nous pouvions réussir des bonnes choses. Ce qu'on a fait, c'est parce que nous étions unis. C'est dans cette perspective que nous allons faire tomber le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Comme aussi dit sa émission, Guy Mafimba, ça a toujours Tilibaya, peut-être que vous appelez Nawa Libanga et Souka. Bongo. Oh, Libanga est pour ma petit n'a vu il y a une dirité dans ma dibou. Un petit, il faut comprendre que tu as là. Oui, on te connaît plus, non? On va Tilibaya. Viens, on a Tchak Libaya. Pour la, à l'axe que, il y a mon nom comme il y a mon dinaïté. Il y a mon dinaïté. À boxer biso ma vieux nabiso, à boxer ma grand frère, à boxer biso moi mon cœur, à revenir boxer ma petit. Et il faut. Bango bati Libaya déjà. Puis il faut botter Libaya. Viens là au sein de Mangongo, il y a mon dinaïté. À Okenda. Maintenant, de mon hypnoté, beaucoup de sacrifiés, beaucoup de kamikaze. Non. Il faut même ça rendre violent. Il y a politique économique. Zéro mokate. Politique, zéro mokate. Social, zéro mokate. Tu veux quoi? Il faut qu'un a. Donc, ma petit, vous en espérez bien. Kaka, Mboka. Lorsque l'équipe Mboka est athée, biso toilia wa. Toi, t'as biso bien, petit à lobby. Hein? N'allez bien. Voilà, n'allez bien. Baba beau gosse. Toi, pas beau gosse, le kaka. Mais, tolingi Mboka. Tolingi Mboka, tolingi tozonga ka tala awa fait tolingi zonga tokende badi Mboka en otage. Voilà tout ce que je pouvais dire, hein. N'espère bien et n'a pas petit nanga yawa na Paris, n'espère bien. C'est ensemble l'égocentrisme et simbaraté et leadership et se décréter qui était sur ozalité oyebi. Donc ça n'est pas, n'espère bien.
Voilà. Voilà. Merci, l'esprit à bien, Bishop Petouti Cabino. Merci à nos invités, Monsieur Bramandela, encore merci d'avoir été là. Monsieur. Et surtout d'avoir réservé votre première sortie sur Ziana TV. Atterrissage obligatoire. C'était obligé. Voilà, il faut dire que Ziana TV est aujourd'hui le média de la diaspora, donc ouvert à toutes les paroles au sein de cette diaspora. Guélan Poibou, encore merci. Merci. D'être revenu ici nous faire déjà au moins le petit compte rendu, puisque nous avez reçu ici, et que le comité continuera à faire son travail. Guy Mafima, je pense que nous nous retrouverons d'ici là. Merci infiniment. Encore merci aussi pour votre disponibilité. Merci infiniment. Merci à Noko Kumunga Koso qui a réalisé ces images. Merci, à Alexis Passy et Bediel Bawana qui étaient là aussi pour lui donner un coup de main. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Continuez à nous suivre. Passez de bonnes fêtes et portez-vous bien. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.